Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, le format de Tech Café où on va un petit peu plus loin dans les news qui méritent de s'attarder un petit peu pour avoir une veille complète. Mais si jamais vous voulez l'essentiel, il suffit d'écouter l'épisode précédent, le 358, qu'on a diffusé le 19 mars dernier, mardi soir, où on vous a parlé de choses assez captivantes et qui sortent un petit peu de l'intelligence artificielle, mais pas trop quand même, notamment une sélection de sujets autour de la conquête spatiale avec les derniers essais de Starship et puis une petite mise en perspective d'ailleurs de ce que ça pourrait apporter en termes d'économie quand Starship sera pleinement opérationnel pour le lancement de satellites divers et variés. Guillaume vous a donné quelques chiffres hyper concrets. Et puis, on a parlé aussi de robotique, d'intelligence artificielle, un petit peu de jeux vidéo. Et puis, dans cet épisode, on va compléter l'actualité de cette semaine en ayant une répartition qu'a choisi Guillaume de l'ordre géographique. On va d'abord aborder les sujets qui nous sont les plus proches, en France et en Europe. On va aller un petit peu plus loin dans d'autres continents et puis après ailleurs dans une autre dimension, celle des processeurs et celle des langages informatiques quelque part. Je ne sais pas comment on pourrait rassembler celle-ci, on va voir. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver le responsable du conducteur de ce supplément, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien. Eh bien, écoute, merveilleux. On n'a pas d'interaction particulière à relayer puisqu'on l'a fait dans l'épisode hebdomadaire. On a déroulé le tapis rouge, même alors s'il n'y avait personne. Parfois, il faut le dire, parfois on se prend un vent. Le tapis rouge était déroulé pour les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de miette. C'est ça, pas besoin de passer la spie. Derrière, on l'a renroulé. On compte sur vous pour venir fouler ce tapis la semaine prochaine et pouvoir sortir notre meilleur aspirateur sans sac pour nettoyer derrière. Et vous le savez, le fait de nous soutenir sur patreon.com/techcafé, c'est évidemment soutenir un podcast indépendant qui vous donne une info, on l'espère, qualifiée et en tout cas sourcée et dans un ton qui se veut agréable et pratique à écouter pour vous. Donc si jamais vous vous dites, ce serait dommage si demain j'avais plus la veille qui m'est apportée dans Tech Café, ça me manquerait pour mon boulot, ça me manquerait pour le temps que je passe dans les transports, ça ternirait mon quotidien, j'ose le dire. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez plafonner vos participations qui sont sans engagement et vous profitez en échange d'un flux privé qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub. Franchement, toutes les conditions sont réunies. Et puis, de toute manière, si jamais vous n'avez pas forcément envie ou la possibilité de nous soutenir, c'est pas grave. Mais par contre, on a une alternative à vous proposer. C'est tout simplement de partager le podcast autour de vous, d'en parler auprès de vos amis, auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux. Et puis, d'interagir entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. ou dans les commentaires des articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr. Le rappel est complet, j'ai été très vite, c'est parfait pour qu'on puisse se lancer sans autre forme de procès dans les news de cette semaine. Et Guillaume, tu voulais revenir un petit peu sur la fuite de données personnelles qui a concerné les utilisateurs de France Travail qui soulèvent quand même des questions un peu problématiques. Mais abordons-les directement, Guillaume. Oui, la fuite de France Travail, Ex-Pôle emploi, ça a été un gros choc médiatique. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, il y a 3 personnes qui auraient été interpellées. Là, ça vient de tomber aujourd'hui. 3 Français, d'ailleurs. Donc, apparemment, ils ont peut-être retrouvé les coupables, peut-être. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a une fuite de données, de personnel, en tout cas, de 43 millions de Français qui partent dans la nature sur une période de 20 ans. Et en gros, si ces 20 dernières années, vous avez cherché du boulot, vous êtes sans doute concerné. Cette durée très longue dans le monde de la tech a beaucoup étonné. Elle a même un peu occulté le vrai scandale, parce que le vrai scandale, c'est celui d'une gestion des données pas franchement très rigoureuse. Alors 20 ans, c'est long. C'est vrai, 2004, ça fait loin, surtout dans le monde de la tech. C'est presque le Moyen-Âge, le début de la Renaissance, tout au plus. C'est presque les épisodes rétro qu'on diffuse l'été. C'est exactement ça. Bon, on avait quand même Internet par ADSL. C'était peut-être une époque où on aurait pu se contenter de 3 gigaoctets par semaine. Mais bon, en réalité, puisque tous les documents... gratuit. Oh, ouais, je suis méchant. Non, en fait, je suis juste. Non. Je suis juste, monsieur. Mais en réalité... Si vous voulez comprendre de quoi on parle avec ce quota de 3 gigas, et si vous n'avez pas suivi l'actu, écoutez l'épisode hebdo. Mais je suis sûr que vous avez vu passer l'info. Écoute, les propos de madame sont passés de manière complètement abusive, d'ailleurs, sur strictement tous les médias. Je l'ai vu passer absolument partout. C'est une catastrophe. Okay. On passe beaucoup trop de temps à parler de beaucoup trop de toutes ces conneries, mais bon. Bref, en réalité, tous les documents officiels se dématérialisent en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et bon, du coup, il y a plein de documents qui sont censés être gardés longtemps.
de base, et ben finalement, du coup, c'est pas très étonnant que tout ça soit transposé en données numériques conservées longtemps, et encore moins, puisqu'on parle de carrière, hein, les carrières des gens, qu'il faut reconstruire patiemment sur toute sa vie pour la retraite. Donc on aura de plus en plus de données perso anciennes sur des serveurs d'ici et là. Et dans 20 ans, il y aura des données de 40 ans qui se baladeront, et voilà, ça sera de pire en pire. Et c'est vrai que ça va poser aussi de nouveaux problèmes, et ça va finalement faire que renforcer encore un petit peu plus l'importance de la sécurité des données, et des bonnes pratiques du numérique, si Mm. besoin était, en tout cas. Et c'est d'ailleurs là que le bas blesse, à France Travail. Techniquement, il n'y a pas grand-chose de palpitant dans cette fuite. Elle est due à une usurpation d'identité, peut-être via un bête phishing par mail, à la base. Et ensuite, il Mm. semblerait que les serveurs de cette administration ne soient pas bien cloisonnés, qu'on va dire que tout le monde avait un peu accès à tout, sans trop de séparation. Et il n'en faut pas plus. Bref, c'est trop banal comme fuite. Malgré tout, avant de conclure, t'as sans doute remarqué que le bas blesse. Est-ce que c'est pas une expression désuète, ça? Ah oui, je l'ai pas vu venir. Magnifique. Alors d'où ça vient le bas blesse? Il Le faut bas blesse. savoir que, parce que c'est pas évident du tout, en fait, le bât, c'est une selle pour les bêtes de somme, comme les ânes ou les mulets, par exemple, Ok. sur lesquels, en général, tu mets le chargement. Tu te mets pas toi, mais tu mets le chargement de la mule, quoi. Et Mhm. donc, voilà, c'est des trucs lourds qu'on met sur le bas, et si le bas est mal ajusté, il peut blesser les animaux. Et donc, là où Ah, le bas blesse, c'est l'origine d'une blessure, tout simplement. C'est là où ça fait mal. d'accord. Ok. Ah, merci pour ce moment d'éclairage, c'est merveilleux. Ça m'avait manqué, tu vois, qu'on fasse plus des expressions désuètes. Un nouveau dispositif réglementaire en Europe qu'il va falloir appliquer à tort et à travers, en ligne de mire les innovations technologiques, mais là, cette fois-ci, ça concerne l'intelligence artificielle, Guillaume, en Europe. Ouais, ça y est, le Parlement européen a voté l'approbation de la loi européenne sur l'IA, qui impose des règles aux systèmes qui posent risque sérieux, et qui interdit même ceux qui posent un risque inacceptable. Alors il s'agit en l'occurrence là des IA qui menacent les droits des citoyens. Par exemple, la constitution de bases de données massives de reconnaissance faciale pour leur usage en vidéosurveillance ou autre. Les systèmes de reconnaissance biométrique en général vont être soumis à des règles strictes. Ils pourront néanmoins être utilisés ponctuellement dans le cadre d'une enquête ou de menaces terroristes. Les systèmes qui reconnaissent les émotions dans les lieux publics, les écoles, les systèmes de scores sociaux ou de police prédictive sont aussi considérés comme inacceptables, de même que les systèmes qui manipulent le comportement des individus et exploitent leur vulnérabilité. Donc je ne sais pas si Clash of Clans en fait partie, je ne sais pas. Mais peut-être que ça devrait. Donc il y a des niveaux de risque qui sont définis par les IA, donc sont sans risque tout ce qui est du quotidien globalement, l'immense majorité des systèmes qui sont déjà en activité, plus ou moins complexes, mais qui sont déjà utilisés comme les filtres anti-spam ou ce genre de trucs, bon voilà, il n'y a pas de problème. Les IA génératives ne sont pas considérées comme vraiment risquées a priori, mais elles ont l'obligation d'être transparentes. Si un texte est écrit par un chatbot, ça doit être mentionné. Si une personne interagit avec un chatbot, elle doit être mise au courant qu'elle ne parle pas avec un humain. Le contenu généré par IA doit être identifiable comme tel. Voilà, c'est normal d'être considéré comme tel. Les systèmes à haut risque sont ceux qui interfèrent avec les droits fondamentaux. Donc ça peut être un système opaque, voilà, qui calcule des scores de crédit, voilà, qui peut te refuser un prêt, par exemple, dans une banque, ou ce qui concerne des visas, ou ce qui concerne les droits fondamentaux. Et ça peut aller jusqu'à des systèmes chirurgicaux robotisés aussi, d'ailleurs, c'est pas vraiment très vaste, finalement. Donc la loi a été votée par une large majorité, de 523 membres, donc il y en a 46 qui ont voté contre et 49 qui se sont abstenus. Alors maintenant, il va falloir appliquer tout ça, parce que ça va être du boulot quand même, de passer en revue tous les systèmes et tout, ça va être compliqué à appliquer. Puis déjà que le DMA, c'est du boulot aussi, et que rien qu'Apple doit prendre 80% du temps des juristes à Bruxelles, ne dis pas quoi. Ça va faire beaucoup à force. Et puis des mises en application de la part d'Apple en regard du DMA qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas toujours, Guillaume. Je ne t'entends plus. Allô? Tu ne m'entends plus, moi je t'entends. J'ai eu une grosse coupure. Je sais pas Ah ce que t'as. d'accord. Eh ben Désolé. c'est Grosse pas grave, coupure. j'ai strictement rien fait en plus, donc pas de chance. Non, je te disais, alors du coup je le reprends normalement. Et puis du nouveau aussi concernant la mise en application des règles d'Apple concernant le DMA, mais des règles qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Oui, Apple qui continue de changer encore ses règles pour essayer de s'éviter une grosse prune de l'Union européenne, tout en préservant évidemment le plus possible son petit business. Alors cette fois, il va autoriser les devs à distribuer leurs applications via des sites web, sans passer par le store donc. Mais attention, il va y avoir des conditions bien sûr. Alors pour qu'un développeur puisse faire ça, il doit avoir gagné plus d'1 million, enfin avoir glané, pardon, plus d'1 million d'installations l'année qui a précédé. Et 1 million en Europe, pas dans le monde, donc ça fait quand même pas mal.
Il faut avoir été en plus un élève modèle pendant 2 années consécutives. Voilà, un développeur sage, poli, qui fait ce qu'Apple dit sans moufter. Et ça limite énormément le nombre de candidats potentiels. Apple lui-même dit que ça représente moins de 1% des développeurs. Et notez bien d'ailleurs que la clause bon élève pendant 2 ans peut tout à fait exclure du lot Epic Games et Fortnite, bien entendu. Parce que bon, pourquoi s'en priver? Et bien sûr, c'est pas gratuit, parce que voilà, t'as cru quoi? Évidemment que c'est pas gratuit. Le Core Technology Fee s'applique toujours, évidemment, donc 50 centimes par installation au-delà du premier million qui est par ailleurs nécessaire pour proposer son app via le web. Et dernier changement qui va faire plaisir, si vous voulez créer un magasin concurrent de l'App Store, vous ne pourrez le faire que pour y vendre vos propres logiciels. Donc l'Epic Game Store sur iOS, il sera limité aux jeux Epic. Bon, on verra bien si ces concessions, vous entendez les guillemets là, suffiront pour DMAiser suffisamment Apple et que ça passe, mais c'est pas complètement évident. Ouais, je suis pas sûr que ça. En fait, ce qui est très curieux, c'est ces errements, ces petits changements. C'est finalement assez curieux de la part d'Apple. On dirait que c'est les gamins. Non, mais c'est comme tous les gamins, ils testent les limites, comme tous les gamins. Mais à ce stade-là, j'aurais pensé qu'ils auraient bossé leur sujet hyper en avance. Tu vois, c'est pas comme s'ils apprenaient le DMA de la veille pour le lendemain, mais bon. Un nouveau Yandex européen, Guillaume, tu mets en lumière un responsable de ce moteur de recherche russe, pas que d'ailleurs, hein, mais russe, qui a priori, contrairement à ce que je pensais moi, et ça a été une vraie découverte, n'était pas forcément complètement en phase avec les politiques russes. Oui, alors c'est vrai que vous connaissez peut-être Yandex, alors vous connaissez certainement si vous êtes russe ou vous avez des liens avec des Russes ou vous êtes allé en Russie, tout ça, parce que là-bas c'est le Google local, hein. Donc Yandex a commencé très tôt en 97 comme moteur de recherche, et puis comme Google, c'est devenu une galaxie de services. Yandex Music, Yandex Navigator, Yandex Go, etc. Et donc un des cofondateurs de Yandex, c'est Arkady Voloz, qui vit en Israël et qui a été frappé par des sanctions européennes suite à l'invasion de l'Ukraine. Voloz a démissionné de son poste de CEO de Yandex et il a par la suite vivement critiqué le Kremlin, il est contre la guerre. Donc Yandex est d'ailleurs en train d'être revendu en Russie, il est revendu en solde, puisqu'il est revendu pour 5,2 milliards de dollars, alors qu'il a été estimé jusqu'à 30 milliards à un moment. Mais bon, de toute façon, Yandex est désormais considéré plus ou moins comme appartenant à un traître, et il doit faire une ristourne de 50% obligatoire, ne serait-ce que parce que son CEO vit en Israël, qui est un pays ennemi, bien entendu. Mais bon, avec tout ça, les sanctions internationales de Volos viennent d'être levées. Donc Arkady est un homme libre, riche, et un businessman de la tech très expérimenté. Il a 60 ans, il en a vu d'autres, il a tout vu passer. Et donc il connaît énormément de monde, évidemment, et d'ingénieurs, dont beaucoup ont quitté la Russie dès qu'ils ont pu. Et du coup, on pourrait se poser la question, Volos pourrait-il repartir de zéro avec un Yandex 2, mais en Europe, cette fois-ci? Parce qu'on peut se demander ça, parce qu'en parlant d'une bonne partie du staff de Yandex, il disait en 2023, ces personnes sont maintenant en mesure de commencer quelque chose de nouveau en continuant à stimuler l'innovation technologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être rien, peut-être que ça préfigure l'arrivée d'une nouvelle grosse plateforme tech, va savoir. Ouais. Peut-être qu'ils sont juste organisés pour et qu'ils peuvent répondre présent à des demandes, mais je pense que ça ne doit pas être si facile que ça de lancer un Yandex européen, enfin en tout cas une alternative européenne à ces outils-là, tout simplement parce que les outils existants d'un point de vue occidental satisfont totalement les Européens aujourd'hui, mais bon, c'est sûr. voir. Non, mais de toute façon, c'est sûr que ça va pas être facile, c'est sûr que ils ont la concurrence comme tout le monde, des gros, il n'y a pas de problème. Après, bon... qu'est-ce qu'il a envie de faire, Volos, aujourd'hui? Est-ce qu'il a envie de prendre sa retraite ou est-ce qu'il a envie d'utiliser quelques milliards pour tenter un truc? Ouais, finalement, quand tu as quelques milliards d'avance, tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux tester des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Parfait. Allez, on va s'attarder un petit peu à un sujet. Alors là aussi, j'ai l'impression que peut-être on atteint des limites qui ont été identifiées de longue date par beaucoup, mais il semblerait que les abonnements, les modèles par abonnement des applications et des services, aient un peu trouvé leurs limites. Guillaume, est-ce qu'on est dans une crise de l'abonnement numérique? Ah sans doute. Non, c'est vrai que les abonnements, c'est fatigant. Hein. Tout le monde y passe, on en a tous plusieurs. Café, avec Patreon. Oui, c'est fatigant quand même, c'est vrai. Mais bon, est-ce que c'est rentable, tous ces abonnements au moins? Et la réponse, c'est pas des masses. En tout cas, comme d'habitude, si on fait partie des acteurs vraiment majeurs, ça peut aller, mais sinon, c'est difficile. Et c'est RevenueCat qui le dit dans une étude qui porte sur 18 000 développeurs, 30 000 apps et 290 millions d'abonnés sur iOS et Android. Et RevenueCat, en fait, c'est une boîte qui a 7 ans et qui fournit une boîte à outils pour mettre en place son propre abonnement sur son app. Donc c'est un SDK qui est utilisé par 90% de ceux qui y proposent une souscription, d'après eux. Donc ça nous fait 10% qui restent, et 10% qui peuvent être aussi de très gros acteurs, et de l'aveu même de RevenueCat,
Ils fournissent des outils à quelques-uns du top 100 des plus grosses applications, voilà, pensez, je sais pas, Le Monde, New York Times, ce genre de truc. Donc ils fournissent à quelques personnes, à quelques acteurs du top 100, mais pas à toutes. Et même peut-être pas à la majorité. Donc ça veut dire que dans leurs stats, il manque quand même sans aucun doute de très gros poids lourds. Mais bon, reste que d'après ces stats-là, 17% des apps arrivent à faire au moins 1000 dollars par mois, dont les 10% font 2500 dollars et après ça descend vite. Donc en gros, 90% des souscriptions ne rapportent pas assez pour payer un ingénieur, tout simplement. Quand vous lancez votre nouvelle app, en Dommage. plus, le revenu médian après un an d'exploitation est un peu au-dessous des 50 dollars. Donc là encore, il y a des grosses inégalités. Les 5% des apps qui gagnent le plus font 200 fois plus d'argent que ce que gagnent les 25% qui gagnent le moins. Et il faut les garder après, ces abonnés, parce que voilà, il faut les attirer et puis il faut les garder. Alors les abonnés, c'est pas évident de les garder, mais bon, la première année, 60% en moyenne des données restent, les abonnés restent, pardon, mais au bout de 3 ans, c'est plus que 36%. Et c'est pas super étonnant, parce que voilà, évidemment qu'il y a une lassitude. Avec toutes ces souscriptions à X et Y. En 2022, déjà, 42% des Américains pensaient qu'il y avait trop de souscriptions. Pourtant, ces recettes pas brillantes laissent augurer d'un autre effet, une augmentation des prix. Et c'est déjà une tendance, depuis l'an dernier, ils ont augmenté de 7 à 8 dollars par mois en moyenne, parce que malgré tout, faut bien gagner sa croûte, ma pauvre dame. Il y en a trop des abonnements. Faites le ménage. Je suis sûr qu'il y en a plein que vous avez et que vous n'utilisez pas. J'enfonce des portes ouvertes. Mais je suis sûr que par contre, ça vous laissera de la place pour venir vous abonner sur Patreon quelques mois. Entre nous, plutôt que cet abonnement au service que vous n'utilisez pas là, sur une app, là, j'en suis sûr que vous en avez. Vous pourriez bien économiser un peu et nous soutenir à la hauteur de quelques euros. C'est vous qui voyez. On change de périmètre géographique, Guillaume, et on va là-bas. On va du côté des États-Unis, on va du côté de la Chine, on va du côté des conflits même entre ces grands pôles économiques, et notamment avec des entreprises américaines qui commencent un petit peu à être en perte de vitesse en Chine, et pourtant pas les plus méconnus, Apple et Tesla. On part vers l'empire du milieu, qui pendant un bon moment a été une sorte d'Eldorado pour de grandes marques américaines. Ça a même été un gros relais de croissance. Alors, les croissances précieux, parce qu'évidemment, quand tu es complètement dominant sur ton marché d'origine, c'est. Ah oui, il y a qui te développe ailleurs. Et donc, c'était le cas en particulier de Tesla et d'Apple, qui ont trouvé l'herbe très très verte jusqu'à aujourd'hui. Parce que Apple, autant que Tesla, voient leurs ventes baisser significativement en Chine. Et ils sont tous deux sérieusement chahutés par les marques locales, qui ne semblent assez étonnamment pas avoir vu venir. Alors, les ventes d'Apple ont baissé de 10%, et si le chiffre reste solide quand même, un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars, c'est quand même un coup dur pour une boîte qui est droguée à la croissance et qui n'a pas l'habitude comme ça de sentir de la résistance. Et donc, en plus, pendant des années, ça a été une croissance continue en Chine. Donc, on en avait déjà parlé d'ailleurs, mais Apple n'est plus que le 4e vendeur de téléphones chinois, après Vivo, Huawei et Honor, et Oppo, qui est pas loin derrière Apple en fait, ils sont vraiment au coude à coude. Donc Apple se fait tout simplement rattraper par des marques locales qui tiennent très bien la corde, qui vendent des terminaux qui ont de bons rapports qualité-prix. Et de manière surprenante, Huawei est désormais pour la jeune génération une marque de prestige, ce qui, justement, jusqu'à présent, était un petit peu le créneau d'Apple, le prestige et le luxe. Et donc la situation pour Tesla est peut-être encore pire parce que les constructeurs de voitures électriques chinois sont nombreux, de plus en plus nombreux, ils sont très agressifs sur leurs offres, en particulier en tirant beaucoup les prix vers le bas. Et c'est vrai que quand Tesla est arrivé en Chine, il n'y avait pas beaucoup de concurrence à sa modèle Y. Mais aujourd'hui, ça a radicalement changé parce que Tesla, il n'a pas sorti énormément de nouveautés. Et aujourd'hui, même Huawei, il fait des voitures. Des marques locales comme NIO, BYD, BYD BYD, je ne sais pas trop comment ça se prononce, sont largement compétitives. Et puis les ventes de Tesla, donc, elles sont en baisse. Elles sont en baisse de 19% en février, ce qui est quand même significatif. Quand même, c'est beaucoup. Et donc, il y a d'une part, il y a cette concurrence locale qui n'est pas toujours bien anticipée, et puis il y a aussi d'autres facteurs à tout ça. La Chine est virtuellement en récession économique, et Apple comme Tesla vendent des produits chers, donc ils sont plus durs à écouler. Et puis, bien sûr, il y a la guerre économique US-Chine. Le contexte international est difficile. Ce qui fait qu'il est, il est sans doute plus patriotique d'acheter un Huawei qu'un téléphone américain pour un Chinois. Pour beaucoup de Chinois, en tout cas. Et donc, les ennuis d'Apple et de Tesla en Chine ne sont pas finis et ça va être difficile, à mon avis. Mais ça va être une histoire qu'on va continuer à suivre. Et puis, on a aussi, quand on parle de la Chine, une marque emblématique qui est sous le feu des critiques, évidemment, des Occidentaux, c'est TikTok. Alors, Guillaume, tu as enquêté, tu vas pouvoir nous dire, enfin, est-ce que ByteDance, qui est derrière TikTok, collabore avec le gouvernement chinois? Enfin, éclaire-nous. Ego TikTok, c'est vrai qu'elle est beaucoup dans l'actu ces derniers temps, aux États-Unis en particulier. Carrément. Et bon, c'est vrai qu'on l'a évoqué sans trop rentrer dans les détails, je crois.
Les Américains sont en train de nous refaire ce qu'on a déjà vu sous l'ère Trump. TikTok est encore en train, il est toujours dans le collimateur d'un projet de loi qui a Je été me rappelle, voté. on comprenait plus rien et à la fin, ça a accouché d'une souris quand même. Toute cette histoire. À l'époque Enfin, de bref. l'ère Trump, ça a effectivement l'époque, accouché de strictement que dalle. Mm, Mais mm. là, il y a une loi. Alors là, c'est une loi, qui est donc, c'est un projet de loi qui a été voté déjà à la Chambre des représentants, qui a été approuvé, mais qui doit quand même passer au Sénat. Alors c'est là une loi qui stipule que TikTok devrait être vendu par son propriétaire, ByteDance, à une boîte américaine, sans quoi il sera purement et simplement interdit de séjour aux US. Allez hop, ça dégage. TikTok est donc évidemment vent debout, on avait déjà parlé de cette expression, Oui, et son on va la refaire. lobbying ne fait finalement, j'ai l'impression, qu'énerver les parlementaires encore plus, quoi. Mm. Bon, pour être honnête, je sais pas à quel point il est probable que la loi passe le Sénat, quoi, que ça soit approuvé définitivement. Biden a déjà dit qu'il signerait si c'était approuvé. Mais bon, c'est plus compliqué, les sénateurs n'ont pas l'air tous aussi enthousiastes. Pour l'instant, ça reste hypothétique, on en saura plus bientôt. Mais au milieu de tout ça, évidemment, reste la question principale peut-être. TikTok est-il vraiment un agent du gouvernement chinois? Ou au moins peut-il servir, le cas échéant, les intérêts du Parti communiste? Et à cette question, la réponse, pour vous la faire courte, c'est oui, comme tout le monde. Sous-entendu, comme tout le monde en Chine. Et c'est ce que dit, en tout cas, en substance, Xiaomin Li, qui est un professeur de business à Old Dominion University, qui est de l'université américaine. Il est diplômé d'Harvard et de Princeton. Il a obtenu une licence d'économie à l'université de Pékin, donc il est d'origine chinoise. La Chine fait partie de ses sujets de spécialité, et pour lui, la Chine est devenue, sous l'impulsion de l'actuel Parti socialiste, une entreprise géante. Une entreprise géante dont le Parti communiste est le CEO et le PDG, quoi, vraiment. C'est même d'ailleurs l'objet d'un de ses livres, qui s'appelle The Rise of China Incorporated. Donc il donne son point de vue dans un article de The Conversation, qui a été d'ailleurs relayé par Ars Technica. L'article est gratuit, du coup, c'est pas toujours le cas sur The Conversation, mais là l'article est en Creative Commons, donc il est gratuit. Et donc pour lui, le Parti communiste chinois est synonyme d'État chinois. Et donc à eux deux, entre guillemets, si on veut, ils possèdent la Chine, et même ils sont la Chine. Donc la Chine a eu une ligne communiste dure, avec une économie totalement contrôlée et planifiée jusqu'à la mort de Mao en 1976. Et à partir de là, les réformes de Deng Xiaoping sont allées vers plus d'ouverture et de libéralisme. Mais jusqu'à un certain point. C'est pas comme si on voulait vraiment du pluralisme non plus, faut pas exagérer. Donc ça a été fait d'une manière très particulière, parce que les entreprises en Chine sont effectivement privées, mais elles sont considérées comme elles sont à considérer, en tout cas selon lui, comme des co-entreprises, des joint ventures, si tu veux, avec le Parti communiste, qui au bout du compte est le véritable PDG. Alors, il y a plein d'exemples de boîtes chinoises qui ont été punies pour ne pas être allées dans le sens du parti, comme par exemple Didi, pendant la crise Covid, qui est un bon exemple, puisqu'ils ont essayé d'entrer sur les bourses américaines, et ils ont été forcés de faire marche arrière, ce qui a été catastrophique sur le plan financier. Et puis ça touche aussi des individus, comme Sun Dao, qui était un grand propriétaire terrien, qui s'est fait confisquer tous ses biens et jeter en prison en 2020 parce qu'il a milité pour une réforme agraire. Et on se souvient du cas de Jack Ma, dont on avait parlé ici même d'ailleurs, et qui avait disparu pendant un long moment, et qui n'était pas du tout dans les petits papiers du parti. Bon, Xiaomin Li décrit aussi comment le parti fonctionne. Si je devais résumer, c'est tout simplement une mafia. Voilà, puisqu'on doit être coopté par 2 autres membres pour y rentrer. Après, on y en teste pendant 2 ans. On ne peut pas sortir de soi-même. Ça doit être approuvé. On ne peut pas décider de sortir tout seul comme ça du Parti communiste. La hiérarchie est absolue. On doit être prêt à mourir pour la cause. Et on peut être puni sur plusieurs générations si on s'oppose, si on trahit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont implicites, et c'est comme ça, voilà. Et même de nouvelles lois formalisent d'ailleurs parfois des choses qui étaient avant implicites, et qui étendent toujours plus le contrôle. Les agences de renseignement chinoises ont désormais le droit de forcer les entreprises à coopérer. Et en février, il y a eu une grosse fuite de données d'une boîte de hacking qui s'appelle iSoon, et elle montre qu'ils se sont introduits dans les réseaux, des réseaux sociaux et des réseaux de toute l'Asie du Sud-Est, et pas seulement en Chine, mais dans toute l'Asie, et à Taïwan aussi, par exemple, et que les données ont été recueillies par les renseignements chinois. Donc une boîte privée qui espionne pour le gouvernement, en somme. Alors bien sûr, de son côté, TikTok affirme qu'il n'est pas lié au gouvernement et qu'il stocke ses données aux États-Unis et dans d'autres pays, comme à Singapour ou en Malaisie. Mais ça impressionne pas du tout Xiaomin, parce que ne pas être lié officiellement au parti, ça veut strictement rien dire en Chine. TikTok, comme toutes les autres boîtes, c'est une joint venture avec le Parti communiste. Si les intérêts des investisseurs et ceux du parti sont en conflit, c'est le parti qui va gagner. C'est un peu être sûr. Par ailleurs, l'exemple d'espionnage extranational de iSoon montre qu'avoir des données à Singapour, ça donne aucune immunité. Et de toute façon, encore une fois, si un membre du parti veut un truc, il en va de la sécurité du personnel de ByteDance et de sa famille. Donc, bon. Alors, ça reste un truc écrit par un citoyen américain,
Donc voilà, à quel point, est-ce quel point c'est biaisé, à quel point je ne sais pas. C'est aussi américain d'origine chinoise, mais bon voilà, c'est un point de vue, c'est quand même instructif. Ça sent pas très bon pour TikTok d'ailleurs, parce que bon, ça va quand même dans la mouvance américaine actuelle de considérer TikTok comme un espèce d'énorme appareil de renseignement. Est-ce qu'on devrait nous-mêmes en Europe nous poser des questions d'ailleurs? Je ne sais pas. Le simple fait qu'une entreprise, proche, du gouvernement chinois, après c'est ce qui collabore avec, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, qui ait ces données, d'usage et d'analyse sur la plateforme et quand bien même c'est pas individualisé, hein, finalement, qu'ils aient des données, en temps réel sur ce qui est recherché sur TikTok, qui est un moteur de recherche, pour toute une génération. Il y a des tranches d'âge, entières qui, cherchent l'information en premier sur TikTok. Ça, j'imagine ça va te surprendre Guillaume et moi ça m'a surpris aussi. Quelque part, le fait de pouvoir avoir la main comme ça sur ces indicateurs et de jouer des informations avec lesquelles tu peux viraliser du contenu. Tu n'as pas besoin de posséder la plateforme pour viraliser du contenu, mais ça me semble suffisant pour au moins se poser des questions. Après, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'être hyper factuel dans l'analyse des choses et donc d'en tirer des conséquences et des actes qui vont bloquer un réseau social. Mais ça serait quand même sans précédent de voir un réseau social, on l'avait dit déjà à l'époque, hein, mais de voir un réseau social comme TikTok se faire bannir des États-Unis. Et je ne suis pas certain que, contrairement à plein d'autres services, je ne sais pas si tu as vu, alors c'est pas une histoire de bannissement, mais c'est les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, pardon, les services de pornographie qui ont été dans certains États américains soumis à l'accès, tu sais, à identification, etc., sur lesquels il y a eu des Texas, accès. par exemple, je crois. Au gouvernement du Texas, exactement. Et là, on a vu qu'il y a eu quelque part une explosion des recherches, des VPN pour accéder. Je suis pas certain que tu vois si TikTok était banni aux États-Unis, il y ait une volonté de la part des consommateurs de outrepasser des bannissements pour aller réaccéder à TikTok. Tu vois, on en avait déjà parlé, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que si TikTok dégage, ça va profiter aux autres ça profite à acteurs, Instagram, par exemple. éventuellement à des nouveaux. Mais c'est ce qui s'est passé en Inde. En Inde, TikTok a été dégagé, hein, purement et simplement. Exactement. Et puis ça a profité à tous les autres services locaux, tout simplement. Dire, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. Les gens vont migrer, tout simplement. Alors, évidemment, il y aura des malheureux, hein, puisqu'il va falloir se refaire une autorité sur notre plateforme. Mais bon, voilà, c'est tout. Si ça se passe aux États-Unis, ça se passera comme en Inde, probablement, quoi. Hein. On est d'accord. Et probablement que la propagation pourrait se faire aussi en Europe, puisqu'évidemment, nos appareils, nos magasins sont aussi largement propulsés par des appareils américains, même si on l'a vu ces derniers temps, il y a un vrai cloisonnement qui se fait. Bref, on suivra ça ensemble. Allez, on va parler d'une autre marque chinoise, Guillaume, Transion. Oui, on avait déjà évoqué Transion, qui est une marque complètement inconnue ici, mais qui est quand même number one en Afrique, hein, et qui a 40% du marché là-bas. Et désormais, c'est vrai qu'elle veut faire pareil un petit peu, elle va réitérer sur sa success story africaine en Inde, où elle est la cinquième marque, elle est la cinquième marque de téléphone au monde, tu vois, et donc elle aimerait effectivement grimper comme ça, en s'appuyant aussi sur le marché indien, qui est évidemment énorme. Et c'est un marché qui est très particulier, le marché indien, parce qu'un tiers des téléphones vendus coûtent moins de $120. Et c'est un univers totalement Android, quoi. Apple n'a que 4% de part de marché là-bas. Les marques les plus vendues, c'est Vivo, Realme, Xiaomi et Oppo. Et l'an dernier, il y a Infinix et Tecno, qui sont deux marques de Transion, qui ont vu la part de marché progresser significativement, alors à leur échelle, puisqu'elles ne cumulent que 6% du total pour le moment, mais bon, elles avaient 4,7 l'an dernier, donc voilà, ça monte significativement en proportion, quoi. Donc Transion est en compétition sur l'entrée de gamme, évidemment, avec d'autres Chinois, hein, qui contribuent à faire monter en qualité et en fonctionnalité quand même. Donc ils ont essayé de s'adapter au marché local au mieux, et bon, pour ça ils seront assez forts. Donc ils ont une usine sur place par exemple, et puis ils ont engagé des gens, vraiment des locaux, pour comprendre les spécificités du pays. Donc par exemple, ils ont lancé des téléphones avec 4 SIM pour pouvoir passer d'un prestataire à l'autre quand il y a une couverture réseau qui est très lacunaire, comme ça tu peux passer d'un prestataire à l'autre. Ils ont lancé des modèles avec des lecteurs d'empreintes digitales qui marchent avec les doigts gras, parce que apparemment les Indiens mangent fréquemment avec les mains, tout simplement. Donc ils ont surtout lancé le téléphone 5G le moins cher du marché, et des modèles qui sont plutôt jolis en fait, pour pas cher. Ils ont réussi à grignoter des parts à Xiaomi comme ça, qui gérait un petit peu l'entrée de gamme jusque-là. Et la prochaine étape, ce serait par contre évidemment de monter en gamme, donc de passer au milieu et au haut de gamme. C'est plus difficile parce que les marques classe, comme Samsung ou Oppo, sont déjà bien établies, elles ont une image qui est vraiment solide. Et donc Transion était plutôt prudent. Jusqu'ici, on ne sait pas beaucoup de nouveaux modèles à la fois. Mais ça a changé l'an dernier. Ils font une énorme offensive avec 13 terminaux, dont certains utilisés par des vedettes de Bollywood,
qui sont bien mises en scène dans plein de pubs partout. Et puis, ils ont aussi, voilà, ils offrent des meilleures marges aux détaillants pour essayer de faire en sorte que les détaillants essaient de vendre plus de leurs marques que des marques concurrentes. Et comme ça, Transsion ambitionne de vendre des nouveaux terminaux qui sont vraiment sur toutes les gammes, avec des prix qui varient de 240 à 1200 $. Donc voilà, la bataille commence. C'est vrai qu'ici, Techno, c'est encore virtuellement inconnu, j'ai l'impression. Mais probablement un jour, il y aura une nouvelle marque encore qui accompagnera les Oppo, les Vivo qu'on connaît déjà, quoi. On va continuer à parler de... Bon, non, on va pas continuer à parler d'ailleurs de ces entreprises-là. On va plutôt retourner aux États-Unis. On va aller même dans les startups de la Silicon Valley. On parle souvent, Guillaume, d'intelligence artificielle. Un petit peu d'infos sur la manière dont elle s'incarne dans les startups de la Silicon Valley. Oui, alors... Oui, si on veut. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est un mec qui s'appelle Benjamin Shestakovsky, qui est sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « Derrière la start-up, comment le capital risque façonne le travail, l'innovation et l'inégalité ». Et il y a un extrait qui est disponible donc sous forme d'un article dans It Was a Spectrum, et c'est franchement une bonne barre de rigolade. Et c'est un article qui suit le cas de la start-up Hold On, qui veut être une sorte de magasin pour les services, donc des petits boulots. Donc vous avez un robinet à changer, une pelouse à tondre, voilà, vous allez sur Hold On, vous serez mis en relation avec quelqu'un qui le fera. Alors au black ou pas, j'en sais rien, mais on s'en fout, voilà, ça met en relation des gens comme ça. Donc Hold On, c'est une idée qui est pas mauvaise, qui mérite pas forcément son prix Nobel non plus, il y a quand même pas mal de gens qui pourraient y penser sans aucun doute, et donc les fondateurs, ils sont poussés par l'urgence de s'établir avant le concurrent, et celle de lever beaucoup d'argent évidemment, et ça s'est bien passé pour eux, puisqu'ils ont obtenu 4,5 millions pour commencer en provenance de capitaux risques. Et bon, les business angels, c'est pas des anges du tout en vrai, c'est des investisseurs qui donnent beaucoup d'argent, mais qui attendent beaucoup plus d'argent en retour et qui y attendent vite. Donc Hold On, comme toutes les autres startups, licornes ou pas licornes, sont poussées au cul pour grossir le plus vite possible. Et donc déjà, il faut embaucher. Il faut embaucher à tour de bras. Et donc les ingénieurs qui sont déjà là, ils doivent organiser tout ça, et ça leur prend tout leur temps. Problème, il faut bien que la boutique tourne quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On externalise aux Philippines. On externalise tout, à peu près tout. Même des fonctions simples, même des fonctions qui pourraient être largement automatisées par des algos tout bêtes. Mais il faut avoir le temps de les implémenter, ces algos. Et bon, avec tous ces entretiens d'embauche, tous ces tests à faire passer, tous ces trucs à fêter, tout cet alcool à boire, il n'y a plus de place pour faire le cœur de métier. Donc les Philippins s'en chargent. Et ils se chargent de tout. De sélectionner les boulots, les candidats qui veulent faire le boulot, de trier les profils de tous ces candidats, du service client, de répondre quand quelqu'un n'est pas content, etc. Il y a 125 Philippins et Philippines, puisqu'il y a même 70% de femmes en fait, qui font tourner le service et tout le monde est content. Les utilisateurs trouvent même que ça marche super bien leur algo. Sans doute, ça doit être vraiment une super IA qui est là-dessus. C'est fou, quoi. C'est fou comme c'est fin. Genre d'histoire qui me fait rire. Et d'ailleurs, la boîte est en croissance, 50% en un an, et on doit embaucher du coup encore plus de Philippins et de Philippines. 200 au moment où Benjamin il est parti. Et comme on les paye $2 de l'heure, finalement, pourquoi pas. 200 contractuels qui accomplissent en moyenne 10 000 tâches par jour. Et ça va même au-delà des tâches de base, en fait. Parce que les ingénieurs, les vrais, les beaux, les barbus, ils aimeraient bien implémenter de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités trop bien, qui feraient exploser leur nombre d'utilisateurs, mais ils sont pas sûrs que ça ferait vraiment bouger leur chiffre d'affaires. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Par exemple, un exemple qu'ils donnent, c'est ils auraient aimé intégrer Yelp sur leur plateforme, en tout cas les trucs de Yelp sur la plateforme. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de se casser le crâne à apprendre l'API Yelp ? On ne sait pas si ça va rapporter quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On demande à des Philippins de chercher à la main des infos de 9000 travailleurs sur Yelp et on les met sur Hold On. Et au final, on se rend compte que ça fait pas du tout bouger le nombre d'utilisateurs, donc on n'implémente rien. Ouf, on a failli bosser. Mais non. Grâce aux super IA humaines, ils ont pu se concentrer sur les trucs vraiment importants, comme je sais pas en fait ce qu'ils foutent, mais bon voilà. Donc Hold On, c'est une boîte qui marche avec de l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup ce concept. Mais bon, tout le monde est content, les utilisateurs comme les ingénieurs. Enfin, les ingénieurs qui ont un CDI, une cantine et des congés maladie, parce que les Philippins, ils ont rien de tout ça. C'est $2 de l'heure, ils sont bien contents que ça soit au-dessus du salaire minimum de leur pays, alors taisez-vous, bon. C'est pire qu'Uber pour le coup. Très bien, merveilleux. Et alors pour le coup, des licenciements aussi qui ont lieu dans plein de secteurs de la tech et qui continuent, Guillaume. Ouais, alors je me moque un peu des ingés de Hold On, mais en vrai, c'est le système complet aussi d'investissement comme ça qui pousse à des trucs qui sont très discutables. Et il faut bien dire que la période est vraiment pas faste pour les travailleurs de la tech. Aux États-Unis en particulier, c'est la cata. En 2023 et depuis le début de l'année, c'est 310 000 travailleurs, donc plus de 1200 boîtes tech qui ont été licenciées. C'est une crise jamais vue depuis l'éclatement de la bulle Internet des années 2000, du début des années 2000. Absolument tout le monde licencie.
Du coup, évidemment, quand t'es sur le carreau, c'est extrêmement dur de retrouver un boulot. Donc c'est dur pour tout le monde. Et le plus surprenant, c'est que ça touche un secteur avec des métiers qui étaient vraiment jusqu'en 2022 extrêmement demandés. Et là, les pros doivent s'attendre à des centaines de refus, des milliers de refus parfois, et à des baisses parfois significatives de salaire. Et même Sci5, le champion de Risk 5, et oui, j'ai réussi à placer Risk 5 dans cet épisode aussi, J'adore, ça faisait un moment. a licencié 20% de son effectif en 2023. Et pourtant, ils ont quand même un contrat avec Google pour travailler sur les prochaines TPU, les puces pour l'IA, ça marche à fond pourtant, tu vois. Donc, c'est comme ça, c'est assez dingue. Et justement, s'il y a bien une catégorie d'ailleurs de codeurs et d'ingénieurs qui est toujours très populaire, c'est celle des spécialistes en machine learning. Donc là, ça leur continue d'augmenter. Un ingénieur expérimenté, ça peut faire dans les 190 000 $ par an. Donc voilà, sachez-le si vous avez un plan de carrière. Certains diront que ce sont les fossoyeurs, en fait, que ce sont eux qui sont en train de créer les prochains Devin ou les prochains copilotes qui remplaceront tous les autres codeurs qu'on fait à l'hebdo. Pour le moment, on n'en est pas là. D'ailleurs, rappelons que Devin utilise massivement OpenAI, et je suis à peu près sûr que le coût horaire de GPT-4 est plus élevé que celui d'un Philippin. Ah oui, effectivement, c'est à peu près certain, ça. Malheureusement, d'ailleurs, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Même Risque 5 n'est pas à l'abri. Merci Guillaume. On continue à explorer l'actu tech complémentaire dans ce supplément de Tech Café, mais cette fois-ci, pas vraiment de périmètre géographique et plutôt des périmètres de l'ordre du composant, j'allais dire, avec Guillaume du nouveau concernant les ordinateurs à armoire, les vrais, les gros, les durs, ceux qu'on aime dans les suppléments. Les cluster scale performance. Absolument, non mais là on y va. Là on y va. On y va, ailleurs, j'en veux. Dans la dimension numérique. Là c'est Tron là. C'est le moment de parler de puces délire effectivement. Et comme on a commencé à évoquer l'IA, on peut aussi parler du dernier né de Cerebras, qui est par exemple ce dernier Cerebros, on va dire. Dans Cerebras, ils sont spécialisés dans les puces géantes. Eux, leur truc, c'est vraiment les puces énormes. Les puces des processeurs qui font la taille d'une assiette même pas à dessert, d'une assiette complète. Donc un wafer complet en fait est nécessaire pour les graver, et ce dernier né contient, tenez-vous bien, 900 000 cœurs de calcul, 44 gigaoctets de mémoire embarquée. Et attention, c'est pas de la HBM3 bébête comme ça qu'on met à côté, non. C'est 44 gigaoctets de mémoire on-die, aussi rapide que la mémoire cache. C'est comme si le truc avait 44 gigaoctets de mémoire cache. Donc la bande passante de ce truc-là, de cette mémoire, pour vous donner une idée, c'est 21 000 téraoctets par seconde de bande passante. Donc ça calme. Et d'ailleurs, le tout fait 4000 milliards de transistors. Je rappelle que le B200, qui est pas sorti, qui a été juste annoncé par Nvidia, il fait 200 milliards de transistors. C'est un petit bébé. Voilà, 4000 milliards de transistors, ça c'est les vrais adultes, tu vois. Ça c'est une puce adulte. Donc bon, alors évidemment, une puce adulte, combien ça bouffe ? Ça bouffe beaucoup, évidemment, ça boit 24 kilowatts quand même. Oh la vache. Et oui, c'est 100 fois plus puissant qu'une GPU standard, c'est aussi 100 fois plus consommateur, et bien sûr, on peut mettre plusieurs CS3 en réseau. C'est pas si incroyable que ça, en fait. J'aurais pu penser que c'était beaucoup plus. 24 kilowatts, après, il faut voir ce que ça remplace. C'est un ordre de grandeur. Non, mais après, il faut voir ce que ça remplace, parce que en réalité, si tu remplaces un Cerebras avec des H100, là, avec des GPU Nvidia, limite, tu vas consommer plus. Parce que les GPU Nvidia, ça bouffe pas mal. Évidemment, t'en mets plusieurs, pour faire un Cerebras, il faut plusieurs GPU Nvidia, puis autour, tu as les serveurs. Et il faut plusieurs racks pour égaler un Cerebras. Ouais. Donc, plusieurs racks de serveurs avec plusieurs H100 dedans, ça bouffe aussi, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est pas complètement évident, effectivement. Je pense que 23 kW, pour la puissance fournie, c'est très bien, en réalité. Bon, c'est quand même 23 kW, quoi. Et donc, du coup, après, tu peux les mettre en réseau, faire aussi ton petit cluster. Donc, c'est des grosses armoires que tu peux en mettre plein. Et puis, voilà, il y a des gens qui sont déjà intéressés. Alors, pourquoi faire ces puces monstrueuses au lieu de se contenter des petites puces, des petits monstres d'NVIDIA ? Outre se la péter, c'est évidemment parce qu'on a une bande passante mémoire très très supérieure, et puis du coup, on a aussi une concentration de calcul très très supérieure. Donc, comme on dit, voilà, ça concentre beaucoup le calcul, les capacités de calcul. Donc, le CS3, évidemment, il fait suite au CS2, et il est 2 fois plus puissant que le CS2, donc moi, maintenant, ce que j'espère, c'est que je vais trouver des CS1 sur le bon coin pour pouvoir tester tout ça moi-même, choper sur le bon coin. Parce que c'est trop cher le CS1 maintenant, bon. Parce que ça consommerait. Oui, puis ça fera un beau chauffage d'appoint en hiver avec 20 kW, je pense qu'il n'y a pas de problème, t'es tranquille. Bon, il y a un autre truc qui doit faire un bon chauffage d'appoint, c'est les i9 14900 KS. Ouais. Parce qu'on est dans les puces délire. Parlons de ce nouveau record d'Intel qui est jamais fatigué et qui a porté son i9 donc à 6,2 GHz, soit vaillamment 200 MHz de plus que l'an dernier.
Ces concours de fréquences me rendent un peu nostalgique presque, parce que c'est tellement fin 90, début 2000, tout ça. Tu sais, quand on overclockait son Celeron et qu'on avait l'impression de hacker la matrice, quoi, tu vois, c'est... Et bon, aujourd'hui, tout ça n'a pas de sens en réalité. Hein. Le surcroît de performance apporté par l'EKS par rapport au K, il est très faible, en fait. Et en général, les performances sont pas du tout proportionnelles à la quantité d'énergie consommée. Et donc, i9 14900 KS, il bouffe officiellement jusqu'à 320 watts de TDP, sans doute il peut me bouffer plus d'ailleurs, alors que le K tout court bouffe 253 watts. Et la différence entre les deux en termes de performance, elle est dérisoire. Le surcroît de consommation ne vaut absolument pas le coup. Il suffit de regarder les tests menés par Tom's Hardware et ça le montre tout à fait bien. Sur du calcul lourd, comme avec Handbrake qui fait du transcodage vidéo ou Cinebench qui fait de l'image de synthèse, on est au coude à coude entre les deux, entre le KS et le K tout court, alors que le KS consomme 70 watts de plus. C'est absurde. Je veux dire, c'est vraiment pour pouvoir marquer 6,2 GHz sur la boîte, le processeur le plus puissant du monde. Et voilà. Bon, enfin, j'oubliais, il coûte aussi 150 balles de plus. Donc, franchement, passez votre chemin. Ah bah écoute, dommage. Je pensais peut-être craquer mon pelle, peut-être. On va continuer à parler des grosses machines, mais celles qui sont utilisées cette fois-ci chez Meta, Guillaume. Dans les 700 balles, dans le KS, un truc comme ça. Ah bah ça va encore. Oh, c'est moins cher qu'un Cerebras. Ah oui, c'est ça, c'est beaucoup moins cher qu'un Cerebras. Ce n'est pas du tout dans les mêmes rapports de budget, effectivement. On va chez Meta, du coup. Oui, on va chez Meta, parce que chez Meta, il a plein de GPU. Et oui, qui c'est qui a plein de GPU? C'est Zuki. Alors c'est normal, parce qu'après tout, Mecha poursuit... C'est Zuki. J'avais pas compris. Bon, on l'appelle Zuki. Tu l'appelles pas Zuki? Moi, je l'appellerais Zuki maintenant. Bien sûr. Enfin, en tout cas, Meta poursuit, comme tout le monde, l'ambition démesurée de concevoir une AGI, une intelligence artificielle complètement généraliste, qui peut être ton comptable, ton prof de maths, ton coach sportif et écrire tes fanfics Harry Potter érotiques. Et tout ça, ça demande du matos. Et donc, au fil des années, il faut dépenser des milliards et des milliards, et il en a accumulé des trucs, Meta. Il a vraiment pas mal de GPU. En se basant sur les estimations de Omdia, Next Platform fait une estimation de sa flotte un peu au doigt mouillé, mais réaliste. Alors, Meta avait déjà acheté des V100 par dizaines de milliers. Alors, les V100, c'est des cartes de Nvidia qui sont aujourd'hui quasi obsolètes. En fait, c'est ce qui vient avant les A100, qui sont elles-mêmes ce qui précédait les H100. Donc, les H100, c'est la coqueluche aujourd'hui de tous les amateurs d'IA, bien entendu. Et c'est des trucs qui coûtent un œil et qui sont introuvables pour le coup, mais bon, c'est le top du top. Et donc, ils ont acheté des V100, puis après, ils ont acheté des A100 aussi en leur temps, et ils en ont acheté dans les 76 000. Donc, au total, ça leur faisait déjà dans les 130 000 GPU. C'était pas mal, quand même. Mais en 2023, c'est parti en couille. Ils ont acheté des H100 à tour de bras, dans les 150 000, et là, ils vont en acheter 350 000 en 2024. En tout cas, ils ont posé une option sur 350 000. Alors évidemment, avec toutes ces H100... T'imagines le bon de commande quand même en interne qui circule 350 000. Ah non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. D'ailleurs, ils ont acheté, toutes les H100 qu'ils ont achetées, ça va quasiment ringardiser instantanément toute leur précédente flotte. Donc ils vont acheter en H100 20 fois plus de puissance que tout ce qu'ils avaient avant. Et les même tableaux 40 d'amortissement sur ce type de truc en entreprise, bonjour. Ouais, mais c'est un truc de... Ah non, mais attends, c'est délirant. Pour bien fixer les idées, si on considère qu'ils ont eu leur H100 à 25 000 $, ce qui est un prix plancher, ça représente 12 milliards et demi de dollars d'investissement. Waouh, punaise. Et ouais. Et ils ont mis une option sur des B200, sans aucun doute. Mais bon, ils auront, je ne sais pas quand ils les auront, mais en tous les cas, voilà. Donc c'est 12 milliards d'investissement. 12 milliards pour avoir, avoir une flotte 40 fois plus puissante que ce qu'ils avaient. Et avoir des data centers assez incroyables. Meta, à la fin de l'année, aurait dans les 600 000 GPU au total, ce qui est colossal. Mais bon, après tout, ils doivent élever toute une petite famille de lamas, quand même. Le troisième du nom doit arriver cette année. Ils vont devoir se mesurer à des modèles comme Mistral et Grok. Il faut quand même des trucs un peu puissants. Donc voilà, Meta a quand même de quoi, là, je pense, nous pondre des lamas 4, 5 et 6 sans trop de problèmes, je pense. Il y a de quoi voir venir, très bien. On continue avec de la prochaine génération, Guillaume, que ce soit là aussi chez Meta ou chez Stability, avec de la 3D. Et oui, en parlant de Meta, j'ai vu passer un article de Gen AI, de Gen AI, donc c'est leur labo d'IA générative, et de l'université d'Oxford, sur la génération d'objets 3D, et de manière assez amusante, il y a quasi exactement la même chose qui sort cette semaine-là, là tout de suite, chez Stability AI, donc ceux qui font Stable Diffusion. Alors chez Meta, ça s'appelle VFusion, ça utilise un modèle de diffusion vidéo, d'où le V1, j'imagine, de VFusion, qui génère donc des vidéos, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est un modèle vidéo qui est fine-tuné pour générer, donc qui est surentraîné si tu veux,
pour qu'ils génèrent des vidéos d'objets qui tournent sur eux-mêmes comme ça, de manière à ce qu'on les voit sous tous les angles. Et donc ces vues à 360 degrés permettent de reconstruire l'objet en 3D, texture comprise. Donc ça marche avec un prompt, ça marche avec une image fixe en entrée, et ça donne des objets potables. Et Stability AI fait la même chose à partir d'une image. Donc on sait évidemment que Stability d'ailleurs a sorti Stable Diffusion Video, ils ont un modèle vidéo et donc ils l'utilisent en fait de la même manière que Meta, quoi, et ça fonctionne à partir d'une image fixe. Et donc c'est ce qui est à la base de Stable Diffusion 3D, qui vient de sortir en réalité juste aujourd'hui. Donc il y a des exemples d'objets en 3D générés sur le site. Et je vais être franc, c'est pas si fou que ça. Ah, merde. Non, les exemples, alors si c'est des exemples, tu sais, cherry-picked, c'est des exemples choisis avec soin, ça augure pas d'un truc incroyable, parce qu'il y a un chat, pauvre bête, qui a même morflé, quoi. Et le buste s'en sort à peine mieux. Le koala à moto, il prend un petit peu moins cher, mais enfin, quand même, c'est pas super. Voilà. Sur les démos présentées, la solution de Meta semble un poil plus convaincante, avec des détails mieux définis, quand même. Hein. D'ailleurs, ça me fait furieusement penser à la démo de TripoSR, qui est un générateur 3D que Stability avait mis en démo en collaboration avec Tripo.ai, que j'avais testé, et honnêtement, ça m'avait pas des masses convaincu. Alors, je sais pas si c'est moi, c'est peut-être moi qui suis trop bien habitué, je suis un enfant gâté pourri, mais t'es exigeant. J'ai trouvé, ouais, sans doute, hein, je sais pas, j'ai trouvé que ça manque quand même pas mal de détails et de précision, que les textures parfois étaient trop sombres sans vraiment de raison. Enfin bon, c'était une première génération de générateurs aussi, donc bon voilà, ça va s'améliorer. Et puis on constate évidemment que les propositions pour générer des objets 3D se multiplient, et petit à petit ça va devenir de mieux en mieux, quoi. Et bon, pour l'instant c'est pas génial, mais bon, très vite ça va commencer à devenir utilisable pour des objets génériques. Des trucs utilisés en arrière-plan dans les jeux vidéo, tu sais, pour meubler, quoi. Ça, je pense que ça peut le faire d'ici quelques mois, quoi. Pour l'instant, c'est quand même un peu brut de décoffrage. Ok, on va attendre de voir que ça progresse un petit peu. Alors du coup, on continue, Guillaume, avec probablement un marqueur de l'innovation, là aussi, dans les modèles de langage, parce que je crois que c'est un joli marqueur. On voit souvent la prouesse de installer Doom dans l'appareil le plus improbable qui soit, dans, tu vois, le composant le plus exactement ça. Improbable. Et ben là, on est dans une même démarche, dans un parallèle à faire, mais avec GPT-2. Donc, la version avant, vous avez compris, GPT-3 donc d'OpenAI, qui tourne dans un programme assez commun, Guillaume. Mais oui, écoute, GPT-2, c'est le nouveau Doom. C'est faire tourner GPT-2 sur des trucs le plus improbable. Alors, tu te souviens de GPT-2, on en avait parlé, c'était il y a 5 ans déjà. Oui. C'était le danger, hein. Il n'était pas question de le lâcher parce que ça allait anéantir l'humanité, cette histoire. Ah bah il a fait son petit effet quand il est sorti. C'était quand même le premier qui réussissait à décrire du texte et qui était un temps soit peu convaincant. GPT-2, le complet, c'était un modèle de 1,5 milliard de paramètres qui était lourdement sous-entraîné d'ailleurs pour les standards actuels. Et à l'époque d'ailleurs, on n'imaginait pas avoir des chatbots comme on a aujourd'hui, ça c'était clair. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, il sera à la risée, il est la risée de ses petits camarades, ça c'est clair. Mais à l'époque, c'était considéré comme un générateur de texte tellement convaincant qu'il avait suscité effectivement des inquiétudes. On aurait pu l'utiliser pour générer des infos, des infox ou des spams, tu t'imagines pas. Absolument. Et bon, finalement, OpenAI l'a quand même mis en open source, mais bon, pas son successeur, hein, qui était pourtant très très largement plus puissant. Et voilà, c'est le fondement du premier ChatGPT. Donc GPT-2 existe aussi en version plus petite que 1,5 milliard. En fait, il existe le micro, le plus petit, c'est fait 124 millions de paramètres, donc moins de 10 fois plus petit. 124 millions de nombres, finalement, c'est pas si énorme que ça, et même Excel pourrait s'en charger. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'a fait Ishan Anand, qui aime vraiment beaucoup Excel quand même. Il faut quand même le dire. C'est un mec, Excel, c'est son kiff. Donc, il a fait rentrer GPT-2, tout GPT-2, donc tous les tenseurs, toutes les matrices, tous les nombres, il a tout mis dans Excel. Et il y fait tourner sans problème. Il a refermé la valise en appuyant dessus avec sa botte. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est exactement ça. Il s'est assis dessus et miraculeusement, ça a fermé. Et le plus compliqué, finalement, c'était le tokenizer. C'est le truc qui transforme les mots en tokens. Parce que voilà, tout ce qui est numérique, en fait, ou faire des calculs, ma foi, c'est plutôt tranquille, en fait. Hein. Excel, il est quand même fait pour ça. Et du coup, il a fait une sorte de version éducative de GPT-2 qui dédramatise vraiment au maximum l'IA, parce qu'il n'y a vraiment plus rien de magique, puisque ça marche dans un tableur, en réalité. Et il y a même une vidéo qui détaille tout ça pas à pas, de la tokenisation, le plongement, l'embedding, le codage de la position, l'attention, tout. Et en fait, on comprend mieux si c'est dans Excel finalement. Chaque étape est détaillée, et puis on voit les trucs se calculer. On voit les vrais nombres en fait se calculer.
Et vous pouvez le télécharger. Alors, ça fait quand même un gros fichier Excel, hein, et vous ne pourrez pas discuter avec, parce qu'en fait, il n'y a que 10 mots de contexte. Donc, vous mettez quelques mots, et puis après, il vous donne les probabilités d'avoir tel ou tel mot. Mais comme outil éducatif, c'est vraiment super. Eh ben, merci. On va compléter ça avec les dossiers que tu avais établis et on mettra peut-être le lien d'ailleurs, va savoir dans les dossiers que tu avais réalisés pour compléter cet aspect pédagogique. Avec, alors, comment il faut le prononcer, Guillaume? Yi, Ouais, Ichi, Ichi, Yi, qui probablement fusionne Yi. avec lui-même. Ah Yi. ouais, alors Yi, j'ai aucune idée de ce que ça peut Yi. vouloir dire, évidemment. Yi, c'est une famille de modèles de langage qui sont créés, qui sont créés par 01 AI, qui sont donc des Chinois, et qui a son petit succès. Alors, ils sont plutôt bons pour leur taille, hein, ils sont en open source, et ils sont parfaitement bilingues anglais-chinois. Ce qui les rend attrayants, hein, pour certains, alors pas forcément pour moi d'ailleurs, qui les connaît assez mal d'ailleurs pour cette raison, mais quoi qu'il en soit, Yi existe en version 6 et 34 milliards de paramètres, et le 34 milliards de paramètres est vraiment costaud. Et en fait, les concepteurs se sont rendus compte que le petit modèle, le 6B, ou 6 milliards de paramètres, 6 billion, il était pas très bon en codage et en maths. Donc ils se sont dit, bon, ben on va l'entraîner plus. Bon, il l'entraînait plus, mais ça n'a pas marché. Il était toujours aussi nul. Alors ils se sont dit, il faut plus de paramètres du coup, mais bon, c'est emmerdant de tout refaire de zéro. On peut très bien refaire un modèle plus gros, mais il faut le refaire de zéro, et puis c'est quand même cher, quoi. Donc comment utiliser la base qu'on a, mais en rajoutant des paramètres? Et la réponse, elle a déjà été apportée par Solar, qui est un des premiers modèles de Frankenstein, qui est une fusion de Mistral avec lui-même. Et donc ils se sont dit que on n'a qu'à fusionner I6B avec lui-même. Une partie de ces couches seront fusionnées avec d'autres couches, et certaines, on ne va pas y toucher. Donc ils ont quand même fait une étude intéressante sur la structure interne de I6 et de I34, I6B et I34B. Et aussi sur l'AMA 2 70B, donc le gros lama de 70 milliards. Donc ils ont repéré un phénomène qui commence à être connu apparemment, c'est que le gros I et le gros lama sont pleins de redondance. Ils sont très redondants. Alors pour le constater, ils ont pris une entrée, donc un vecteur en entrée, quoi. Bon, c'est en fait une phrase, quoi, qu'ils ont évidemment vectorisé tout ça, ça en fait un vecteur, et puis en entrée, ils l'ont mis en entrée. Et après, ils ont regardé à quel point ce vecteur change au fur et à mesure qu'elle passe de couche en couche. Puisque bon, on l'a bien déjà dit, hein, un modèle de langage, c'est donc des blocs de transformeurs qu'on empile comme ça de couche en couche, et donc à chaque fois on passe à travers une couche, ça fait un résultat intermédiaire, on la met dans la couche qui suit, ça fait un autre résultat intermédiaire, et ça jusqu'à la sortie. Et donc ils ont regardé à quel point le vecteur change d'une couche à l'autre, donc comment changent les résultats intermédiaires. Et en fait, en un mot, ces couches semblent redondantes, c'est-à-dire on n'observe pas cette redondance dans I6B, ce qui explique peut-être pourquoi on continue, si on continue à l'entraîner, il ne devient pas meilleur, parce qu'il est peut-être déjà saturé. Mais par contre, dans le gros I et dans le gros lama, il y a plein de couches qui n'ont pas l'air de faire grand-chose. C'est-à-dire que le vecteur, il rentre, de résultat intermédiaire, il rentre, et quand il sort, il est très proche, en fait. Il n'a pas beaucoup changé. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent, ces couches, tu vois? Et donc, on se dit, voilà, cette idée, et d'ailleurs, c'est une idée qui est pas que dans cette étude-là, cette idée que les gros modèles de langage, malgré leur performance impressionnante, et qui ont déjà beaucoup progressé sur les derniers mois et les dernières années, ils sont pas optimaux. Et ils ont des couches qui font pas grand-chose. Et c'est un truc qui est rejoint par un article d'autres chercheurs chinois, qui est sorti ce mois-ci, et qui s'essaye à une technique de compression originale, qui est en fait de tailler dans les couches qui glandent rien. Donc ils en ont tiré une méthode d'ailleurs de compression qui s'appelle Short GPT, qui commence par identifier les couches qui glandent le plus, et qui ensuite les vire, et après on mesure à quel point ça lobotomise le modèle. Et en réalité, dès qu'on commence à faire l'ablation de plus de 20% de cervelle, ça se sent nettement que le modèle il est un petit peu moins malin, quoi. On devrait faire pareil avec le cerveau humain. C'est un peu ça. Non, mais c'est un petit peu l'idée, quoi. Tu vires des petits bouts de cervelle, et ça sert à rien, on enlève, ça sert à rien, on enlève. Alors le fait est que ces couches font pas strictement rien, elles changent juste moins le résultat que d'autres, c'est toute la subtilité. Donc ça dépend lesquelles tu vires, ça se sent plus ou moins, et il faut en mesure, évidemment, ça s'accumule et ça finit par se sentir. Mais quand même, il semble que ça se confirme, un modèle de langage, au plus il est gros, au plus il a de chances d'avoir des poids redondants. Des poids qui servent pas à grand-chose, qui sont un peu libres et qui servent pas à grand-chose. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'on peut justement les rentabiliser en entraînant encore plus le modèle, qui a encore en quelque sorte une marge de progression? Et donc c'est l'expérience qu'ont fait les gars de Zero AI, et qui tendrait à montrer que oui. Donc ils ont pris leur I6B. Que oui. Que oui. Effectivement, ils ont pris leur petit I, là, ils ont pris leur I6B, qui semble saturé. Donc tu peux rien faire. Voilà, lui, il est au max, quoi, il est au max de ses possibilités.
Ils l'ont fusionné avec lui-même, donc il y a certaines couches et d'autres voilà, qui ont été fusionnées, mais d'autres qui n'ont pas été fusionnées. Au final, ils lui ont rajouté 16 couches. Voilà. L'opération chirurgicale s'est faite de manière à ce que les couches qu'on fusionne ne changent pas grand-chose au résultat. Du coup, on se retrouve avec un nouveau modèle qui s'appelle i9B, parce qu'il a 9 milliards de paramètres, et qui est comme son grand frère i34B, qui est assez redondant. C'est-à-dire que les couches qu'on rajoute, en fait, elles semblent pas servir à grand-chose pour le moment. Et donc, on constate au début que i9B, il n'est pas beaucoup plus bête que i6B. Il répond à peu près les mêmes choses que i6B, finalement. Donc, on a conservé ses aptitudes au petit i. Mais par contre, on a fait de la place, en quelque sorte. On a fait de la place pour plus de connaissances. Et ensuite, on le met au boulot. On l'entraîne sur 800 milliards de mots, en 2 phases, sur des contenus de code et de maths. Et finalement, on obtient un modèle qui est mesuré sur des tests classiques et qui est effectivement meilleur en code et en maths, tout en restant au niveau du 6B pour le reste. Et donc, on a bien réussi à étendre le modèle pour fourrer dedans plus de connaissances. Donc, i9B, il est un peu plus gros, effectivement, que le 6B, mais il tient la dragée haute à toute la concurrence entre 7 et 10 milliards de paramètres. C'est une expérience assez originale et assez instructive qui tendrait à montrer que les gros modèles, comme par exemple l'AMA 2 70B, ont encore une belle marge de progression, en réalité, puisqu'ils sont beaucoup de couches redondantes aussi. Et donc, potentiellement, on peut imaginer que l'AMA 3 pourrait être encore bien meilleur que l'AMA 2 sans être plus gros. Eh ben, écoute, on va peut-être pouvoir arriver encore à optimiser les choses, va savoir. On continue avec quelque chose d'assez remarquable, Guillaume, qui m'impressionne de par l'ingéniosité que peuvent avoir les personnes qui challengent les outils, et en l'occurrence les intelligences artificielles génératives. L'idée, c'est d'arriver à hacker, hein, quelque part, d'aller au-delà des règles de fonctionnement de l'intelligence artificielle, avec des moyens détournés. Et alors là, est mise en application quelque chose d'à la fois poétique et magistral, c'est les arts ASCII, Guillaume, donc ces dessins composés avec des caractères en ASCII. C'est remarquable, on peut le dire. Ben oui, écoute, c'est jailbreaker une IA, c'est une sorte de sport, hein, parce que voilà, dès qu'un modèle, dès qu'un truc est interdit, dès qu'un modèle est verrouillé, évidemment, on cherche le moyen de le faire dire des trucs sales, ou comment faire une bombe ou de la méthamphétamine. Et des chercheurs de l'université de Chicago ont une idée originale, et en fait assez facile, hein, pour faire n'importe quoi à Claude, ou à ChatGPT, ou à Gemini, ou à Llama 2. Donc, alors, vous savez certainement ce que c'est que l'ASCII art, hein. Donc, effectivement, c'est des images ou des logos, hein, écrits simplement avec des caractères ASCII, ou des lettres, ou des symboles, etc. Et donc, pour écrire bombe, vous écrivez pas bombe directement, vous dessinez lettre à lettre avec des dièses, par exemple, là, sur plusieurs lignes, vous écrivez le mot bombe en très gros comme ça. Et bon, vous, évidemment, en tant qu'humain, vous lisez bombe, mais concrètement, c'est une suite de dièses qui est écrit, et c'est cette ambiguïté, en fait, qui est exploitée par les chercheurs. Au lieu de demander comment je fais une bombe, en toutes lettres, on écrit comment je fais une, et puis on rajoute bombe écrit avec des dièses, en ASCII art, sur plusieurs lignes. Et le truc de fou, c'est que si on le prépare bien, en fait, ça marche. Non seulement le modèle comprend l'ASCII art, ce qui est loin d'être évident, mais en plus, il vous répond comme ça, comment vous faites une bombe avec de l'engrais, ou voilà, je sais pas. Et c'est marrant, et c'est intéressant à plusieurs titres, parce que déjà, ça va donner des migraines à tous ceux qui sont chargés de la sécurité chez OpenAI. Ouais, c'est clair. C'est là où tu te dis comment on va faire, merde. La multimodalité a peut-être de beaux jours devant elle, du coup, non? Je sais pas si ça peut régler. Il va falloir repérer l'ASCII art, mais le problème, c'est que tu peux écrire de plein de manières différentes un truc en ASCII art, donc c'est difficile. Et du coup, ça montre aussi que voilà, le modèle comprend les mots ASCII art, ce qui personnellement me fascine un petit peu, parce que ça veut dire quand même que il repère les correspondances à long terme quand même. Parce que bombe, c'est un token en fait pour lui. Bombe, c'est un token bien spécifique. Et bombe écrit en logo avec des dièses, c'est des dizaines de tokens qui n'ont strictement rien à voir. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Et bon, pour finir, ce qui est marrant avec cette histoire, c'est aussi quand même qu'on voit bien le côté machine statistique, parce que on interdit au modèle, on le décourage de répondre à comment faire une bombe. Et le modèle le comprend, on l'entraîne pour ça, par renforcement, comme un chien en réalité, hein, voilà, on le dresse à, quand il voit bombe, il voit le mot bombe, et il dit « moi pas répondre ». Voilà, en gros c'est ça, hein, c'est vraiment le truc, c'est un apprentissage par renforcement, donc vraiment ça ressemble à une sorte de dressage comme ça. Et ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas associé au concept de bombe, mais juste au mot bombe. Parce que le chatbot associe l'ASCII art au mot bombe, mais il fait pas le rapprochement, que c'est le même concept qu'on l'a entraîné à éviter. Ça reste purement pavlovien. Token bombe égale je réponds pas. Mais il n'y a pas d'association plus profonde derrière, parce qu'après, s'il voit le mot bombe écrit autrement, il répond. Tu vois, c'est assez rigolo de voir aussi comment ces trucs réagissent. Excellent. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Et oui, je pense que ça va générer pas mal de migraines pour encadrer ça, voire même, je me demande si ce sera vraiment effectivement possible. Et puis, on termine avec ChatGPT, qui est peut-être comme nous, Guillaume, hein, il est peut-être un peu trop bavard.
Oui, alors les IA sont une nouvelle cible pour le piratage. Enfin, pas encore, mais bon, pour les chercheurs en cybersécurité, déjà, c'est une nouvelle source de fun, c'est un vrai terrain de jeu. Et en ce qui concerne la vie privée et la sécurité des données, c'est aussi une nouvelle source de vulnérabilité, parfois même de manière vraiment surprenante. Par exemple, toutes les communications que tu as avec ChatGPT ou Claude sont chiffrées. Donc même si je les intercepte, je ne pourrais pas savoir de quoi ça parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, on imagine le même avec la princesse Amidala en pique-nique. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, le gif. Je me comprends. Mais donc, bien sûr que oui, il existe contre toute attente un moyen d'avoir accès au contenu de votre conversation, contre toute attente, parce que c'est quand même chiffré. Alors comment est-ce possible? C'est à cause du streaming. Parce que tous les chatbots, ou presque, parce que Gemini ne le fait pas, Gemini vous envoie la réponse d'un bloc quand vous lui posez une question, mais tous les autres chatbots répondent en envoyant les mots au fur et à mesure. Parce que comme ils ont tendance à pas être super rapides, GPT-4 ou Claude 3, ils vont pas vous faire attendre la fin de l'écriture de leur prose pour que vous puissiez commencer à la lire. C'est plus agréable comme ça, donc ils envoient les mots ou les fragments de mots et aussi les ponctuations, l'espace, etc. au fur et à mesure, un par un. Et donc ces tokens, ces bouts de mots sont chiffrés, c'est vrai. Mais leur longueur, elle peut être connue. Donc si ChatGPT, qui est un chatbot de bon goût, vous envoie la phrase « Tech Café est le meilleur podcast du monde », vous verrez pas les mots tech, café, podcast, etc. Vous n'allez pas voir ça. Par contre, ce que vous allez voir passer, c'est les longueurs en octets. Vous allez pouvoir les extraire. Ça, vous pouvez savoir quelles sont les longueurs en octets de chaque mot. Donc, vous verrez passer 4, 5, 4, 3, 9, 8, 6, 3, 6, 1. Alors, je suis d'accord que vu comme ça paraît quand même assez inoffensif. Mais quand même, il y a un petit peu d'information dedans. Meilleur et podcast, c'est les mots plus longs, donc on voit les trucs plus longs, puis quand on le voit passer, le final, ça c'est le point, ce qui marque une fin de phrase. Bon, il y a quand même des petites infos. Et en fait, cette séquence correspond à un nombre énorme, mais fini, de phrases possibles. Donc ça donne une contrainte sur les phrases possibles que ça peut représenter. Et chacune de ces phrases a une certaine probabilité d'arriver, une probabilité que ce soit cette phrase-là. Et qui peut me dire cette probabilité? Qui peut me dire quelle est la probabilité d'une phrase donnée? Un grand modèle de langage, évidemment. C'est exactement leur boulot. Et donc, on va avoir un classement des phrases possibles que vous avez reçues du chatbot qui sera établi par un autre modèle de langage. Et dans les plus probables, il peut y avoir soit la réponse, soit une réponse approchante avec des mots qui ressemblent, etc. C'est pas du tout cuit, mais les chercheurs atteignent une bonne précision dans 55% des cas, et ils retrouvent parfaitement le message dans 29% des cas. Et statistiquement, donc, au plus l'échange est long, au plus on a de chances de glaner des renseignements sur ce dont vous êtes en train de parler. Ce que vous dites est inaccessible, puisque chiffré, et envoyé en bloc. Donc vous, ce que vous dites, c'est pas possible de le savoir. Et ce que répond le chatbot, ça permet quand même d'inférer le sujet de la conversation. Parce qu'on voit bien si le chatbot il répond à propos d'une 2 ou d'un calcul rénal, c'est un moment où vous voyez les sujets de conversation. Et en pratique, évidemment, c'est pas non plus facile à faire parce que vous devez avoir la possibilité d'intercepter le trafic. Ce qui en soi est déjà une épreuve, c'est déjà difficile à faire en général. Donc il ne faut pas paniquer complètement tout de suite, mais c'est quand même une étude qui est vraiment très instructive, parce qu'il montre qu'il existe des attaques possibles là où on pensait que c'était complètement béton, et des attaques qui ciblent des vulnérabilités qui sont apparues avec les IA. Et pour finir, on voit aussi que les IA elles-mêmes sont utilisées pour des cyberattaques. Pour des cyberattaques, elles sont utiles pour ces cyberattaques parce que c'est elles qui estiment la probabilité des phrases. Donc c'est en quelque sorte, c'est une IA qui est utilisée contre une autre IA. Donc c'est assez marrant, c'est la boucle est bouclée. Je pense que c'est une belle illustration au final du changement qu'amène l'intelligence artificielle aujourd'hui et ça rend extrêmement palpable à quel point les enjeux peuvent être un petit peu bouleversés. Merci infiniment, Guillaume, d'avoir pu compléter la veille tech de nos auditeurs avec cette sélection complémentaire à l'épisode hebdomadaire de cette semaine. Je ne doute pas une seconde que les auditeurs et les auditrices auront été ravis de passer ce moment en notre compagnie et qu'ils sont tout enclins à nous accompagner, à nous soutenir. Il y a plusieurs manières de le faire. Alors la première, c'est de nous rejoindre sur Discord, techcafé.fr/Discord, pour discuter entre vous et avec nous. Vous pouvez aussi déposer des commentaires sur les articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr. Vous pouvez laisser, et c'est extrêmement précieux pour nous, des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict. L'enjeu, il est simple, c'est que si quelqu'un tombe sur un épisode de Tech Café en ne connaissant pas vraiment le podcast, ils auront tous les avis de tous les auditeurs qui auront été déposés un avis
et ça le convaincra peut-être d'écouter les épisodes et voire même de s'abonner. Donc vous voyez que ça peut avoir un rôle hyper important que de contribuer à cette masse d'avis. Et évidemment, le Saint Graal reste de nous soutenir sur Patreon si vous en avez la possibilité, patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos sur la page avec évidemment, vous le savez, la possibilité de plafonner et la contrepartie qui va vous permettre d'écouter les épisodes sans la pub. Merci beaucoup pour votre fidélité. Guillaume, il faut que tu nous rappelles quand même, avant que je te laisse cette semaine, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, moi j'ai envie de tester un petit peu GPT dans Excel quand même. Alors attention, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même un fichier Excel de 1,25 gigaoctets. Ouais, t'as dit que c'était gros, mais t'as pas dit le poids, effectivement. Voilà, 1,25. Alors, c'est quoi 1,25 gigaoctets par rapport à un jeu vidéo aujourd'hui ? Ah mais c'est que dalle, mais c'est pas le problème. Moi, je me pose la question de savoir combien de RAM il faut pour foutre ça dans Excel. Ça, je sais pas en fait. J'ai pas beaucoup d'expérience d'Excel en réalité. Au pire, ce sera lent, non ? Alors un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous essayez, alors sur Mac, ça a de grosses chances de planter d'ailleurs, plus de chances que sous Windows. Si vous allez sous Windows, il faut mettre en place le recalcul manuel. Il faut pas que le recalcul se fasse automatiquement parce que sinon ça va être ingérable. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Il faut pas que ce soit un recalcul dès que vous changez un élément. Parce que sinon ça va être très très lourd. Et pour le coup, c'est vrai que je sais pas combien de RAM ça prend, un fichier Excel de 1,25 giga. J'ai jamais vu un truc comme ça. On te laisse faire les tests et puis tu nous diras dans le prochain épisode. Si ça explose tout, je vous dirai. Moi, je vais le faire sur ma machine de boulot, comme ça, je verrai si ça passe. Très bonne idée. Quoi de plus sûr. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez notamment sur les réseaux sociaux. Et vous me retrouvez dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.